Nous sommes donc le dimanche 26 mai. Nous sommes là pour entendre Patrick Vallas dans la 9e leçon de son séminaire nous parler du graphe du désir. Bon, alors 26 mai, c'est la fête des mères. Moi, comme j'ai plus de mère, j'y ai pas pensé. Alors, le graphe du désir. La voie de la quête freudienne, elle continue pour nous, sous la forme de celle de la chose que Freud désignait du terme de Das Ding, dont vous savez qu'on avait du mal à saisir ce que ça voulait dire par rapport aux représentations de mots et aux représentations de choses. Et Lacan, lui, reprend ça en identifiant cette quête freudienne à la chasse de Diane par Actéon. Et c'est une façon de signifier que c'est le rapport du sujet au réel comme impossible, c'est-à-dire d'une action qui ne se soutient que de son joint à la vérité, à laquelle Freud se rappelait pour signifier que, par exemple, il y a 3 gageurs impossibles à tenir: éduquer, gouverner, psychanalyser. Que donc cette chasse, pourrait-on dire, elle ne peut être que manquée, ratée, d'une certaine façon. Et c'est pour ça que dans le mythe d'Actéon, il se fait dévorer par ses chiens au moment même où il découvre Diane à son bain, puisque c'était ça l'objet de sa quête. Lacan, il présente ça comme ça dans La chose freudienne, que je vais vous lire. C'est le petit bout de texte que je vous avais mis avec le mail. Car la vérité se joint à la vérité. Car la vérité s'y avère complexe par essence, humble en ses offices et étrangère à la réalité, insoumise au choix du sexe, parente de la mort et à tout prendre, plutôt inhumaine. Diane peut-être, Actéon trop coupable, accourt la déesse, proie où se prend le veneur, l'ombre que tu deviens, laisse à la meute aller sans que ton pas se presse, Diane à ce qu'ils vaudront, reconnaîtra les chiens. Donc cette phrase est tout à fait, cette partie est tout à fait essentielle, et Lacan utilise un moment une métaphore du même registre en disant « Attendez de me dévorer que je vous ai conduit au gîte de la déesse », c'est-à-dire de la chose freudienne, parce que forcément il était harcelé en permanence par les gens qui le contestaient et que ça l'épuisait d'une certaine façon. Alors, pour introduire ce graphe du désir, qui a été élaboré pendant le séminaire de Les formations de l'inconscient, en 57-58, et qui a été fixé par écrit dans le texte des écrits Subversion du sujet dialectique du désir, qui a été publié en 66 dans les écrits, mais qui a été rédigé à partir de 58, nous allons prendre pour introduire ce graphe justement la métaphore du chasseur. Alors, la chasse, quand elle existe, chez des peuplades mythiques maintenant, puisqu'elles sont pratiquement toutes en voie de disparition, est vraiment un art, et peut-être même le seul art où l'homme excelle. Parce que justement, il en dépend pour sa vie. On peut la voir immortalisée d'ailleurs dans les grottes de Lascaux. Alors, prenons justement ce chasseur, poussé par la faim, qui est obligé de partir à la recherche de la bête, de sa proie, dont la rencontre sera toujours pour lui contingente, même s'il a ses préférences. Alors je vais le figurer ici, par un départ comme ça. Voilà mon chasseur ici, qui part à la recherche de la bête. Et celui-ci sait que pour pister son gibier, il va falloir lui soumettre à tout ce qui est sa démarche.
c'est-à-dire son territoire, ses limites, ses habitudes sexuelles. Il va suivre ces traces que l'on appelle par exemple les fumées pour le gros gibier, qui vont lui faire signe et peuvent lui permettre d'identifier la bête en la nommant. Et d'une certaine façon, il s'identifie à son gibier, comme en témoignent finalement les trans qui le prennent à son approche. Vous avez déjà vu ça dans des documentaires. On voit encore des documentaires de ces types de chasse. C'est pas Giscard d'Estaing avec un fusil à lunettes qui tire un éléphant entouré de 2 gardes ou 3 gardes armés de fusils à balles doum-doum si jamais l'éléphant n'obéit pas à ce qu'on lui demande de faire, c'est-à-dire de se laisser tuer. C'était vraiment autre chose, quoi. Hein. Parce que pour le chasseur, qu'il tue la bête ou qu'il la manque, il lui est d'abord signifié que ce qu'il fait c'est très dangereux et que lui-même pourrait être tué. Voilà comment c'est. Hein. Alors notre chasseur, il va sur le territoire, disons, de la bête, et il rencontre des traces. Voilà, il rencontre des traces qu'il est obligé de suivre pour essayer de comprendre ce qu'il fait. Le voilà, il est là, il revient sur les traces. Et à un moment donné, il a suffisamment identifié la bête pour pouvoir la nommer ici. Il va pouvoir l'identifier comme message. Voilà ce que j'explore, ce territoire que j'explore, les traces que je suis, la façon que j'ai avec mon gibier, puisque je suis comme lui, je fais comme lui sur son territoire. Il va pouvoir l'identifier au niveau de son message. Il y a un message qui vient ici pour lui. Et ce message, bien entendu, il peut le déchiffrer en la nommant, cette bête, tout simplement parce qu'il a le code. C'est-à-dire, il a un certain savoir sur ce qu'est le gibier qu'il est en train de chercher. Voilà comment se présente cette métaphore du chasseur pour notre démonstration. Pas d'autre alternative pour lui. Ou c'est lui, ou c'est elle. Hein, vraiment, c'est des chasses qui supposent un engagement absolument total. Hein. Et c'est un choix forcé qui l'oblige d'une certaine façon à s'identifier à la bête. C'est pas par hasard que ces chasseurs viennent avec des petits bouts de trophées, avec des plumes, avec des fourrures, des fois. C'est pas simplement pour se cacher, c'est parce qu'ils deviennent la bête eux-mêmes. Ça, c'est très important. Hein. Et ça va très loin, tout ça. Hein. C'est ce dont témoignent les rituels de la chasse. Jusqu'au dépeçage de la proie, quand elle est tuée, selon des règles extrêmement précises, y compris pour la communauté le partage des morceaux choisis, dont certains vont revenir à des personnages importants de la communauté. Voilà comment, finalement, d'une certaine façon, le chasseur, il se présente humblement en honorant la bête qui lui a permis à lui d'être vivant. Ce qu'on ne voit pas chez les paysans dans les campagnes qui encerclent un champ et qui font pampan sur les lapins qu'ils lèvent comme ça. Hein. Suit le repas totémique avec une offre sacrificielle pour les divinités, qui s'accompagne donc de la distribution des trophées. Tout cet ensemble constitue une constellation de traits signifiants qui vont permettre au chasseur ou qui vont identifier celui-là comme étant le chasseur. C'est souvent d'ailleurs une initiation pour les nouveaux venus, le premier temps, la première chasse qu'ils vont faire, et qui se marque par exemple par des tatouages ou des scarifications. Et en quelque sorte, si vous voulez, le chasseur devient sujet divisé, marqué par ces signifiants qui le constituent lui comme sujet chasseur. Parce que dans la communauté, il y en a qui ne sont pas des chasseurs. Les femmes ne chassent pas, bien sûr, des choses comme ça. Tout ça, une répartition des rôles qui a une fonction signifiante. Alors, disons que cette métaphore du chasseur,
c'est une scène originaire, si vous voulez, immortalisée. Vous l'avez vu dans les grottes de Lascaux quand même, c'est vraiment très très élaboré, c'est pas n'importe quoi. Les petites flèches qu'on voit avec la direction des bêtes dans la grotte, c'est vraiment des traits signifiants qui identifient chacun des acteurs de cette scène. Cette scène originaire est une véritable métaphore de ce dont il s'agit dans le montage de la pulsion que Lacan va illustrer à partir de ce qu'il appelle le point de Capiton, qu'il emprunte à la technique du matelassier. Alors, il fait un traitement de la chose, Lacan, à propos de... Vous connaissez le schéma saussurien des flots, hein, comme ça. Alors, d'un côté, il y a les signifiants qui sont ici, qui vont dans ce sens-là, et puis dans l'autre, c'est un double truc comme ça, c'est les signifiés qui vont dans l'autre sens, hein. Ça, c'est le schéma de Saussure que Lacan reprend. Il dit qu'il faut au moins un certain nombre de points minimum pour que le glissement entre les deux registres ça soit arrêté. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de ponctuation dans une phrase, s'il n'y a pas des séquences comme ça, on ne comprend rien, c'est un flot incessant. C'est ce qui explique que toutes les significations glissent sous les signifiants, on ne les repère pas. Alors il les illustre par le truc du matelassier, c'est-à-dire par cette espèce de courbure dont je vous ai montré, que cette trajectoire, donc elle va accrocher ici la chaîne signifiante et le signifiant en dessous, et ici. Il va y avoir deux grands points. Ça représente exactement ce que je vous disais à propos du chasseur, lequel, sur la lancée de la chasse, est obligé de tenir compte des traces qu'il a trouvées, et ça va le déterminer, lui, le chasseur, ici, comme un sujet d'un discours, en fin de compte. C'est ça que ça veut dire. Alors, voilà la métaphore qu'utilise Lacan. Et ça nous donne ici, au niveau de... Alors, je le reprends pour le simplifier ici, voilà la trajectoire, le sujet du besoin, comme il l'appelle, et ici, ce que devient la trajectoire. Vous avez ici une chaîne signifiante, et il y a les deux points de Capiton, c'est ici, le lieu du code, qui est le lieu du grand autre, donc le code, c'est là où se trouve le trésor des signifiants, et rétroactivement, c'est l'histoire de l'après-coup freudien, du fait du second temps, il va y avoir accrochage ici du message, du lieu du message se trouve ici. Donc il y a toujours une anticipation du signifiant sur la signification. Voilà comment se montre le point de Capiton que Lacan va utiliser dans son graphe du désir. Alors, il identifie aussi ici, il va donc donner, je vais mettre des lettres maintenant pour commencer à mieux les comprendre. Peut-être que je vais faire je le ferai après, excusez-moi. Ici, lieu du grand autre, lieu du code. Il y a un code. Partout où vous allez, quand dans un pays étranger ou ailleurs, vous êtes obligé de chercher à repérer des codes pour vous repérer dans les mœurs locaux des pays où vous allez. Maintenant, comme on va partout avec nouvelles frontières, c'est partout pareil. Enfin, il fut un temps où quand on voyageait, on pouvait se retrouver à l'étranger. Maintenant, on n'est jamais à l'étranger nulle part. Hein. Voilà, c'est comme ça, d'autant plus qu'on a tous notre iPhone pour nous repérer. Et ici, c'est le lieu du message, c'est-à-dire une signification, écrit S de A, une signification de ce qui est déterminé, anticipé par le code. C'est la métaphore, c'est la théorie de l'après-coup freudien. On ne comprend les choses que lorsque, à un moment donné, une ponctuation de la phrase lui donne un sens qui nous est compréhensible. C'est ça que ça veut dire. Hein. Voilà. Alors, cette histoire du sujet, vous verrez que dans le séminaire, au départ, Lacan met une chaîne, il met ici un sujet, ce qu'il appelle le sujet du besoin. C'était mon chasseur de tout à l'heure. Cette courbe-là, c'est la courbe d'intentionnalité, c'est-à-dire, c'est en gros la courbe du discours commun. Un sujet
qui exprime une intentionnalité. L'intentionnalité, c'est par exemple le chasseur, il a l'intention d'aller chercher un gibier et il se pliera à la rencontre des traces que je prends comme une métaphore du signifiant, de la chaîne signifiante, qui l'oblige à en tenir compte pour comprendre le message et qui va le déterminer comme un sujet divisé ici. Hein ? Alors, dans fonction et champ de la parole et du langage, dont je vous avais un peu parlé avec le graphe du désir la dernière fois, le sujet dont parle Lacan au début, c'est le sujet de la parole qui a un rapport au grand autre, mais au grand autre de la parole, et qui est soumis aux lois de la parole. Don, soumission, grâce, alliance. C'est les catégories de la parole. Quand vous allez quelque part, vous vous nommez, vous faites des offrandes parce que vous voulez être reconnu et vous voulez en même temps qu'une alliance puisse se faire, hein, avec le don d'un certain nombre d'objets qui montrent votre bonne volonté. Donc c'est pas encore le sujet divisé, ça c'est dans Fonction et champ de la parole et du langage en 1953, et il considère Lacan à l'époque que dans la cure, il s'agit d'un développement qui suit cette pente, à savoir que c'est un sujet qui au début a une parole vide, et de plus en plus, où il parle dans la cure et où il reçoit les interprétations, il finit par tenir une parole pleine, c'est une parole de l'être, en gros, il touche à son être, et il touche donc à une reconnaissance de son désir, et c'est en quelque sorte une procédure pour lui de la cure comme étant une procédure de réconciliation, d'où les termes de don, soumission, grâce, hein, et alliance possible. Ça, c'est les lois de la parole. Et puis, en 58, changement radical de paradigme, pratiquement pas tellement annoncé avant, à partir de son séminaire, donc les formations de l'inconscient, et surtout le texte sur lequel je vais m'appuyer aujourd'hui, Subversion du sujet dans la dialectique du désir, il introduit une définition que nous connaissons bien, mais qui n'est pas une définition du sujet, mais une définition du signifiant. Il n'y a pas chez Lacan, je vous l'avais dit, de théorie du sujet, et il n'y a pas chez lui de concept de sujet. C'est une notion qui fait partie de ce qu'il pense de la langue. Rappelez-vous ce que c'est tout simplement qu'un signifiant représente le sujet pour un autre signifiant, ici, qui est au lieu de l'autre, qui ne le représente pas. Dont se produit... Alors, le sujet, c'est un sujet en fading, qui est identifié par le signifiant maître, qui en fait un sujet divisé, auprès d'un autre signifiant, donc le trésor des signifiants qui est dans l'autre, dont se produit un déchet, ou quelque chose qui, tout en étant produit par l'opération du signifiant, n'est en fait qu'un objet qui échappe à la prise du signifiant. Et d'ailleurs, effectivement, pour le sujet qui subit cet effet de la chaîne signifiante, il y a non seulement un effet d'institution comme sujet, mais en même temps, ce n'est jamais sans en éprouver aussi un effet de destitution subjective qui le conduise lui-même à n'être qu'un produit de cette chaîne. Donc il y a les deux termes qui sont là. Donc c'est un paradigme nouveau. C'est un paradigme tellement nouveau que probablement, avant Lacan, il n'y a jamais eu une pareille définition du sujet. Le sujet, dans toute l'histoire de la philosophie, est plutôt traité comme la personne, comme l'individu, comme l'être, comme le sage, enfin toute une série de termes qui montrent finalement l'aboutissement d'une vie dans la sagesse et tout ce qu'on voudra, alors que Lacan, lui, introduit quelque chose de tout à fait nouveau, cette histoire du fameux sujet divisé. Divisé entre un signifiant auquel il est complètement identifié, qui le fige en termes de signifiant, et comme objet. Donc il y a d'un côté un être de signifiant qui se produise là, et un être d'objet qui serait un reste de jouissance. Ça c'est tout à fait nouveau, parce que si vous lisez les auteurs comme Foucault, Deleuze, ou éventuellement même Lévi-Strauss, c'est un truc qu'ils n'ont jamais compris, ça. Ils ne comprennent pas. L'inconscient,
c'est une mauvaise nomination puisque ça induit des significations, puisque le terme d'inconscient il existe dans d'autres discours. L'inconscient freudien, c'est pas quelque chose qu'on ne sait pas vraiment au sens. C'est un insu qui dépasse la catégorie de la connaissance. C'est autre chose, un autre registre. Ces auteurs-là, tout brillants qu'ils étaient, ils ne comprenaient pas ça. Le sujet de l'herméneutique de Foucault, qui est un texte d'ailleurs, qui est un cours absolument formidable, si vous avez l'occasion de le lire, vous verrez comment un type à ce niveau-là était capable d'enseigner. Vous verrez que son sujet de l'herméneutique, c'est un sujet du sens. C'est-à-dire un sujet qui se situe plutôt ici, au niveau du message. Il a enfin compris ce qu'on va lui dire, c'est un message. C'est un message qu'il a déchiffré à partir du code qu'il connaît, parce qu'il a des connaissances, il connaît les codes de la langue, il se repère là. Tandis que pour Lacan, le sujet divisé, il est là, en dernière extrémité. Il se trouve à ce niveau-là. Voilà, alors ça c'est un premier temps, et vous allez le piger tout de suite à partir d'un mot d'esprit célèbre, commenté par Freud, d'un écrivain qui est très connu, qui s'appelle... Alors, je vous dis le mot d'esprit. Pourquoi? Parce que le mot d'esprit, il a l'avantage d'avoir un ombilic beaucoup plus pointu que celui du rêve. Le rêve, l'ombilic du rêve s'étale presque comme un mycélium, puisqu'il en parle comme ça, Freud. Et c'est pas parce que Freud a dit que le rêve est la voie royale qu'il faut ne pas tenir compte du mot d'esprit, des lapsus et de toutes ces formations de l'inconscient. Ça a autant de valeur. Ça a autant de valeur. D'ailleurs, lui, Lacan, il va petit à petit les mettre en série. La seule chose qu'il va faire vers la fin de son enseignement, c'est qu'il va plutôt tirer du côté du symptôme, parce que le symptôme occupe plusieurs champs de l'appareil psychique et qu'il a surtout une relative fixité. Alors que les rêves, après tout, ils peuvent très bien être pris dans le discours de la quotidien, dans ce qu'on raconte dans la journée. C'est aussi des rêves, on rêve tout le temps, quoi. On est tout le temps dans le rêve, quoi. On a très peu d'occasions de toucher au réel. Alors voilà, Freud prend son exemple donc, dans un livre de Henry Heine qui raconte les aventures désopilantes de son héros qui s'appelle Hirsch-Hyacinthe. Et celui-ci, dans toutes ses aventures, passe son temps à se vanter d'être un familier, un proche de la famille, il se dit même d'être de la famille Rothschild. Bon. Rothschild, je ne sais pas comment les gens ils le pensent aujourd'hui, mais pour tout le monde, Rothschild, c'est le paradigme même du milliardaire, le mythe du millionnaire. On parlait pas de milliardaire avant, on parlait de millionnaire, en pièces d'or, bien sûr. Alors lui, il raconte, il est avec quelqu'un, une de ses rencontres, et il dit, voilà, j'étais au bain de Luc, qui étaient donc des bains connus à l'époque, à côté de Rothschild, et il m'a traité de façon, et il lâche le truc, tout à fait familionnaire. Voilà. Alors, on saisit bien, là, déjà, que se révèle dans ce néologisme une sorte de télescopage entre millionnaire et familière. Ça s'entend tout de suite, ça. Et ça dévoile aussi, d'une certaine façon, l'intentionnalité du type qui raconte ça au chaland pour lui en foutre plein la vue. Il raconte l'histoire pour lui dire, mais moi, attention, je fréquente Rothschild, je suis de la famille, enfin, bon, je fais partie de ces gens-là, quoi. Je suis pas comme toi, mais enfin, je te raconte à toi, voilà. Alors, voilà comment on va le déchiffrer à partir du graphe du désir. On va ici mettre notre héros en train de raconter son histoire. Voilà. Courbe d'intentionnalité, discours commun, celui qu'on entend tous les jours. J'étais avec Rothschild, vous voyez, et alors, forcément, Rothschild, vous allez le mettre au milieu de l'autre, puisque comme c'est le paradigme du millionnaire ou du milliardaire aujourd'hui, Bill Gates ou compagnie, mais enfin Bill Gates,
personne ne dit qu'il est de la famille Bill Gates. C'est-à-dire que Rothschild, quand on dit Rothschild, c'est important. C'est au lieu de l'autre. Rothschild, il est au lieu de l'autre. Donc il y a un code. Je participe du code de M. Rothschild. Le nom est là. J'étais avec Rothschild, c'est ça. Et il m'a traité... On continue. Puisque ça anticipe une signification. Pourquoi il raconte l'histoire? C'est bien pour dire quelque chose. Il m'a traité d'une façon... Alors, il insiste, Freud et Lacan insistent beaucoup, tout à fait. Alors, quand on vous dit tout à fait, en général, c'est pas tout à fait vrai, quoi. Hein. Quand on vous dit c'est tout à fait ça, c'est une façon de dire, écoute mon vieux, bon, hein. Et il m'a traité d'une façon, et le message qui arrive, voilà ce qu'il voulait dire, c'est familionnaire, en gros. Hein. Voilà. Il allait dire autre chose, mais ce qui lui sort, c'est ça. Voilà, au niveau du message, voilà, arrive ce néologisme familionnaire. Et puis, bon, on descend ça, le truc ici. Voilà. Vous voyez, voilà ce que c'est. Donc, vous voyez qu'il y a ici, dans la rencontre avec l'intentionnalité, donc c'est-à-dire le discours commun, le mot d'esprit qui est raconté, une chaîne signifiante. Alors, la chaîne, il faut maintenant que vous oubliez signifiant et signifié, parce que dans ce schéma, si vous voulez, cette chaîne signifiante ici, qui est en fait une chaîne de la demande ou une chaîne de l'énoncé, les deux signifiants et signifiés sont congruents. Hein. C'est pas séparé au niveau de l'énoncé. Quand vous parlez... Il y a les deux aspects, c'est-à-dire les aspects de métonymie et de métaphore, hein, des lois du signifiant. Donc, vous voyez que le mot d'esprit, je suis en train de l'analyser à partir de la théorie du point de Capiton. Et on va retrouver ici, au niveau du message, un terme incongru, qui est donc familionnaire. Et je vais le reprendre, il ne faut pas que je me trompe. Voilà. Il y a ici familionnaire. Ça donne, en fait, un télescopage entre millionnaire, familière et millionnaire, familière, et puis le dernier truc c'est, oui, familier, et familionnaire, voilà. Voilà, il y a un télescopage qui s'est produit ici. Ce qui vous renvoie, c'est par l'intermédiaire de ce signifiant qui se trouve au niveau du code. Au niveau du code, c'est ça. C'est-à-dire que quand on vous dit Rothschild, immédiatement, le code c'est millionnaire. C'est ça qui vous vient, milli. Donc le code est ici comme signifiant qui anticipe sur une signification qui apparaît sous la forme de ce néologisme. Vous pigez ce truc-là? La rétroaction du signifiant sur la signification de cet énoncé qui se trouve ici, hein, le schéma d'intentionnalité qui était là, il se lie à travers l'effet qu'a eu sur lui de la chaîne signifiante qui conditionne la parole, hein, qui conditionne ce qui a été dit. Ça se traduit comme ça. Et ça, c'est un véritable trait d'esprit, pas un simple lapsus, et parce qu'il est enregistré au niveau du code milli. Hein, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre pour expliquer pourquoi l'autre est un lieu du trésor signifiant. Comme je vous le disais pour l'animal, c'est-à-dire que parce que le chasseur dispose d'un certain nombre de codes, qu'il va pouvoir déchiffrer les traces et nommer la bête qu'il est en train de pourchasser, parce qu'il ne sait pas ce qu'il attend. Bien sûr, il vise certains gibiers, mais après tout, il trouve des traces, et comme il a faim, il faut qu'il y aille. Hein, voilà. Ce graphe, voilà, cette première partie du graphe, ce graphe du désir est celui
de l'inscription, disons, du nouveau-né, donc d'un sujet pris comme corps, donc d'un sujet biologique, pris comme corps dans sa pure présence animale, le nourrisson qui est là, hein, et qui va le surdéterminer, c'est sa prise dans le langage, qui va le surdéterminer comme un sujet divisé, un sujet du langage, un sujet du signifiant. Voilà, on va parler comme ça. Donc on va commencer par le berceau, qui est le plus petit lit où on fait l'amour. Voilà, c'est vraiment le plus petit lit. On fait l'amour à partir du berceau. Voilà, il faut que vous le sachiez, s'il est vrai, parce que là, comme on le dit, s'il est vrai qu'il n'y a pas de rapport sexuel, c'est-à-dire pas d'inscription du réel à partir du signifiant, s'il est vrai qu'il n'y a pas de rapport sexuel, sauf entre les générations voisines, les grands-parents, les parents et l'enfant. Au-delà, on s'y perd dans les générations, et en deçà, on n'y est pas encore. Hein. Pourquoi je dis ça comme ça? Parce que, au départ de la vie, d'une certaine façon, il y a une jouissance première de tout le corps qui se manifeste comme une palpitation de la vie. Si vous voyez un nourrisson sortir à la naissance, vous voyez qu'il est comme ça. Ça palpite dans tous les sens. Et après la suffocation orgastique de la naissance, ça se repère très bien, vient le cri, le premier cri, le cri qui annonce d'ailleurs que voilà, je suis vivant, et qui entre dans la communauté humaine. Alors maintenant, comme on fait d'autres examens, autrefois c'était le jour de la naissance qu'on découvrait le nouveau-né, et en plus de ça, tout le monde attendait le cri. C'était le cri qui allait, enfin, ça y est, il est parmi nous, il est parmi les vivants. Hein, ça avait une fonction physiologique, mais ça a aussi une fonction signifiante très forte. On le reconnaît en tant que fille ou garçon, tout ça. Bon, tout ça, ça fonctionne comme ça. Donc après le premier cri, vont venir effectivement les cris qui se répètent chez le nourrisson dès son réveil, en un crescendo de jouissance insupportable. Ça, vous le savez bien, si vous avez eu affaire à des nourrissons, ils finissent, en très peu de temps, ils gueulent et ils trouvent exactement ce qu'il faut pour que vous soyez obligé d'y aller, quoi, en gros. Hein. Et c'est ça témoigne d'une jouissance d'avant la parole et d'avant le langage du nourrisson. Et donc, si je parlais de rapports sexuels entre les générations voisines, c'est parce qu'au départ, il y a un corps à corps entre le nourrisson et sa mère. Bon, il y a d'autres adultes nourriciers, mais je prends le nourrisson et la mère parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus courant malgré tout. Et la mère répond, elle l'appelle, elle l'apaise, elle répond, pas seulement le soulageant de la jouissance de la faim, puisque c'est quand même une expression qui est la faim, qui est quand même une douleur, et qui vous rappelle d'ailleurs que la jouissance pour nous, ça confine à la douleur, quand ça dépasse un certain seuil, mais qui répond à la lalation, justement, de son babil. Hein. Et ce nourrisson reçoit d'elle les premiers phonèmes, disons, de la langue privée, c'est-à-dire que dans la lalation, telle que la mère intervient en réponse, elle commence à faire des coupures. Et c'est pas par hasard que dans toutes les langues du monde, les premiers, pas mots, mais les premiers phonèmes, c'est papa ou mama, dans toutes les langues du monde. Ça s'est repéré comme ça d'une façon ou d'une autre. Alors, à ce titre-là, c'est le moment où il commence à recevoir, disons, par les coupures que fait la mère, qui font trace d'ailleurs dans la langue, par la langue, de ce qu'il va advenir comme sujet. N'importe quel élément de la langue, écrit en un seul mot, la langue, est au regard de la jouissance corporelle originaire un brin de jouissance.
Pourquoi? Parce qu'elle est faite du jouir même originaire, hein, et qu'elle se surajoute à elle. C'est ce qui témoigne de ce que la langue, toujours en un seul mot, étend ses racines aussi loin dans le corps. Hein. On peut parler là d'un moment d'incorporation de la structure de langage, qui est un moment pulsionnel de l'émergence du sujet. Comme le dit Lacan, la pulsion est l'écho dans le corps de ce qu'il y a à dire. Un dire qui est lié au discours et qui va nous déterminer comme sujet. Alors là, il y a peut-être une notion, une nuance à introduire. Ce n'est pas que le verbe se fait chair, justement, dans cette opération, ça c'est l'opération, disons, christique, c'est au contraire que c'est la chair qui devient signifiante. Donc la chair vivante qui devient corps, en gros. C'est ça, l'opération est à l'inverse de la métaphore religieuse. Hein. Autrement dit, la langue, du fait qu'elle pénètre loin dans le corps, anime la jouissance du corps en se surajoutant à elle et en même temps la civilise. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Autrement dit, elle la convertit en satisfaction pour le sujet. Et il peut en obtenir une certaine satisfaction. C'est un peu ça la jouissance de la langue. Hein. C'est quand même une jouissance civilisée, la langue. Qu'elle puisse, alors là, qu'elle puisse cette jouissance se fixer d'une façon particulièrement prégnante sur l'organe mâle, c'est un mystère, ça. On ne le sait pas, on ne sait pas pourquoi ça se passe comme ça. On ne le sait pas, et ça n'a pas d'équivalent dans le règne animal. C'est pas la peine de nous sortir les bonobos ou éventuellement les cynocéphales du zoo de Vincennes. Quand on les voit, ils jouissent pas tant que ça, quoi. Ils peuvent copuler à longueur de journée. C'est pas du tout comme ça se passe pour l'homme, quand même. C'est quand même tout à fait autre chose. Hein. Donc, si vous voulez, c'est parce que les imbéciles de biologistes nous renvoient ça constamment. Les dauphins, les bonobos et tout ça, ils nous ressemblent, ils sont comme non, justement. Parce que précisément au niveau de cette jouissance de l'organe, c'est absolument spécifiquement humain. Et c'est comme ça. Ben, on n'y peut rien, c'est comme ça, on ne sait pas pourquoi. Et c'est pas pour des raisons physiologiques. En plus de ça, c'est un grand mystère, parce que ça pose également le mystère de la jouissance féminine. Ce qu'on appelle la distinction entre la jouissance clitoridienne, qui est une jouissance d'organe comme celle de l'organe mâle, la jouissance féminine, c'est pas parce qu'il y a une innervation du vagin, c'est parce que c'est autre chose qui fonctionne. Hein. Ça fonctionne avec la langue et avec le fantasme du sujet. Voilà, ça c'est très important. Donc, ce que j'ai essayé de vous faire entendre là, c'est que entre le petit dôme, ce qu'on appelle le petit dôme, on l'appelle comme ça, c'est Dolto qui l'appelait comme ça, je trouvais que c'était pas mal, parce qu'elle introduisait la dimension que c'était quand même un homme, quoi. C'était un humain, c'était pas un nourrisson, c'était pas un ver de terre, c'est un petit dôme, il est déjà constitué comme un humain, quoi, d'une certaine façon. Eh bien, la parole, c'est ça le rapport sexuel. Pour Lacan. C'est le seul moment où on parle de rapport sexuel. Et qui s'inscrit entre les générations voisines, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme si le corps était pris dans un bain de jouissance dans la transmission de la langue. Voilà, à nouveau autre chose. Hein. C'est donc aux parents d'agir selon leur registre propre pour que ce qu'on appelle la langue maternelle, donc cette langue originaire, celle qui se constitue à partir de la lalation du nourrisson, et les premiers mots ou les premiers traits que la mère introduit en lui répondant, en faisant des jeux, comme ça elle est déjà prise là-dedans, ça c'est la langue privée maternelle, c'est ça la langue maternelle. Seulement évidemment, va se surajouter à ça, petit à petit, l'intervention du père et de la mère qui vont l'initier
à la langue courante, hein, et puis donc il va apprendre d'abord l'idiome maternel, puis il va passer au registre de l'idiome de la contrée, et puis quand il ira à l'école, quand il apprendra à lire et à écrire, il passera au niveau de la langue du pays. Voilà, hein. C'est ces passages successifs, et que la lallation se transforme par séquences progressives, comme ça, que l'enfant apprend, à rentrer dans la langue commune de tout le monde. Au fond, c'est peut-être une des seules réponses que la psychanalyse peut donner à partir de sa pratique des conditions pour que ce qu'on appelle les paroles fondamentales, les fatas, instituent la vie d'un sujet qui se transmet de génération en génération et qui prend son sens du désir qui l'habite, au-delà de la détresse d'être né. Vous vous souvenez comment Oedipe à Colonne dit « mieux vaut ne pas être né », hein. Quand même, il témoigne de cette détresse originaire. Je dis ça parce qu'il n'y a pas de traumatisme de la naissance, au sens où on l'entend habituellement. Il n'y a de traumatisme que du malentendu. C'est ça qui compte, hein. Et justement, c'est pour ça que ce malentendu, il relève de l'interprétation. Donc, aussi bien la mère que l'enfant interprètent ce qui lui vient de l'autre. Réciproquement, ils se font des interprétations pour essayer que ça résonne, hein. Et l'interprétation analytique, justement, c'est pour ça qu'elle joue de l'équivoque signifiant. C'est pas du tout par goût du mot d'esprit, c'est tout simplement parce qu'on ne peut pas faire autrement que de faire des interprétations équivoques pour développer d'autres sens que celui qui est commun. Alors, justement, dans la psychanalyse, il y a deux types d'interprétations. Il y a les gens qui passent leur temps à nous faire la leçon sur des interprétations qui sont des interprétations de signification, c'est-à-dire, au fond, qui interprètent le registre du discours préconscient. Celui-là, vous voyez, l'intentionnalité. S'il me raconte ça, c'est parce qu'il veut me dire ça. Alors que Lacan rappelle que c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est d'intervenir au niveau du signifiant, c'est-à-dire de la structure, qui a un autre sens. Par exemple, les gens qui s'occupent d'enfants, ils les font dessiner. L'enfant, il vient, il fait du dessin. Moi, j'ai toujours considéré que les dessins d'enfants, c'était de l'écriture. À sa façon, mais c'était de l'écriture. C'était de l'écriture idéographique. Il fait comme il peut, l'enfant, hein. Il fait des griffonnages, puis il fait des... Alors, il dessine une église. Alors, tout de suite, le thérapeute d'enfant, il va vous dire « Ah, ben oui, c'est le phallus paternel, et puis la maison, c'est la mère. » Enfin, bon, le classique truc, quoi. En fait, non, il faut interroger. L'enfant, il fait un dessin. Le dessin pour l'enfant, c'est comme s'il était sur un divan, voilà. Donc c'est une façon de détourner son attention. Il fait un dessin. Si vous lui demandez des explications, si vous lui dites « Ah bah oui, c'est le phallus paternel », il va dire « Bon, bah bon, c'est le phallus paternel, il ne peut rien, lui. Comme il va l'entendre toute sa vie, il ne peut pas faire autrement. » Mais si vous lui demandez, il va vous dire « Non, c'est l'église. » C'est l'église du village, c'est tout. Bien sûr que ça peut avoir une signification phallique, mais d'abord, son vocabulaire à lui, c'est signifiant, c'est que c'est une église. Il va vous dire que c'est une église. Il va peut-être même vous dire que c'est la gare, ou j'en sais rien, ou que c'est la maison, ou que c'est, je sais pas, tout ce qu'il voudra. C'est toute la différence qu'il y a entre ces interprétations sur le préconscient et sur la signification et l'interprétation qui porte sur la structure même du discours. Par exemple, si vous relisez le rêve que Freud développe dans le rêve de l'injection faite à Irma, tout le commentaire qu'il fait du rêve tourne autour du fait qu'il considère qu'il a peut-être été un peu trop fort avec cette malheureuse Irma, qu'en fait il lui a fait une injection trop et que tout le voisinage se fout de sa gueule, puisque de toute façon, Freud au début, quand il parlait à son entourage, tout le monde se moquait de lui. Il fait intervenir 3 personnages importants, un oncle, un médecin du quartier qui se foutent de sa gueule. Il dit, comment ce monsieur, de quoi il parle? Nous on est dans la science et lui... Je vous dis ça parce que c'est encore aujourd'hui pareil, hein. Et lui, il nous fait le mot d'esprit, le rêve, enfin des trucs, des futilités en gros.
Mais le truc essentiel de ce rêve, et pourtant Freud le dit noir sur blanc, c'est qu'à la fin du rêve, il voit dans son rêve la formule de la triméthylamine. Hein. Autrement dit, c'est cette fameuse formule, je vais aller la revoir pour ne pas l'oublier, c'est AZ, il voit dans le rêve un truc invraisemblable. Hein. Alors attends, pas que je me trompe, parce que je me trompe tout le temps, bien entendu. Voilà, formule de la triméthylamine. C'est quoi? C'est un H tout court. H. Voilà, une formule chimique. La formule chimique. Bon, il la connaît, Freud, parce qu'il a étudié ces choses-là. C'est ça qu'il voit. Non, c'est une énigme, c'est presque l'ombilique du rêve. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est là que Freud comprend, comme c'est un produit dérivé d'une décomposition du sperme, il fait apparaître son désir par rapport à cette patiente. Voilà pourquoi il a trop forcé. Hein. C'est parce qu'il éprouvait du désir pour cette femme, et dans son rêve, ben, il a fait ce rêve. Il examine, il essaye de se déculpabiliser parce qu'il est allé un peu trop fort, mais au fond, il avoue. Mais bien sûr, les gens, ils ne s'arrêtent jamais là-dessus. Parce que c'est ça qui est important dans le rêve. Hein. Voilà, alors je vous le dis comme ça. Alors, pour mon enfant, là, dont je vous parlais depuis le début, le pauvre enfant, le nourrisson, comme ça, il y a chez lui, très précocement, donc tout à fait à l'entrée, disons, du stade du miroir, mais peut-être même un peu avant, puisque le nourrisson, dès les premiers jours, il commence à moduler ses cris, il repère ceux qu'il connaît, ceux qu'il ne connaît pas, il fait des choses où il se manifeste quand même comme sujet, hein, mais pas du tout comme un animal. Il y a, comme le dit Lacan, alors c'est aussi un terme à retenir, une insondable décision de l'être. Ce qui est quand même assez rare chez Lacan, parce que, bon, il y a déjà une insondable, c'est bizarre, décision en même temps, donc ça conjoint deux termes qui devraient s'opposer, c'est quand même une insondable décision de l'être, chez l'enfant, qui est amené à ce choix forcé de son identité sexuée, indépendamment de son sexe anatomique. Donc très très tôt ça se produit là. C'est comme l'histoire de la vérité que je vous disais au départ, complexe par essence, humble en ses offices, étrangère à la réalité, insoumise au choix du sexe, parente de la mort et à tout prendre plutôt inhumaine. Parce que le nourrisson, lui, dans sa détresse d'être né, il sait qu'il est soumis aux caprices de l'autre pour sa survie. Il le sait, lui. Il faut qu'il bouffe, hein. Il faut qu'il bouffe aussi, hein. Et souvent, il y a des nourrissons, ils ne veulent pas bouffer parce que déjà s'introduit la dimension des significations qu'il a avec ses parents. Hein. Il y a des nourrissons qui très tôt refusent le sein, ou refusent le biberon, ça dépend. Enfin, ça se manifeste toujours très tôt. Alors, pourquoi? Parce que ce choix forcé lui est, disons, imposé, parce qu'il prend ses assises dans les discours qu'il attendait à sa place. Il est attendu à la place où il a été parlé dans le discours parental, c'est-à-dire on l'espère garçon ou fille, on lui donnera tel prénom ou tel nom, éventuellement on aimerait bien qu'il soit polytechnicien plutôt que psychanalyste, enfin, ou bien qu'il ait fait l'ENA de façon à pouvoir faire une carrière de glandeur international en étant haut fonctionnaire, enfin, toute une série de termes, et il est attendu à cette place, hein, il est attendu à cette place. C'est ça la formation de l'idéal du moi qui lui vient de l'autre. Il faut qu'il se conforme à l'image que l'autre lui renvoie, à l'image par laquelle il a été désiré, alors que lui, il a plutôt tendance, en se voyant dans un miroir, comme je vous le dis la dernière fois, en se voyant comme un moi idéal, vraiment, voilà, je serai comme ça, mais non, mais on lui impose déjà. Voilà. C'est pour ça qu'il est soumis à un choix forcé par les discours qu'il conditionne. Voilà, alors, donc, discours qui le conditionne, qu'il attendait à sa place comme une constellation de signifiants, parce que c'est ça, hein. C'est pas au niveau des significations que ça se passe pour lui, c'est au niveau des codes, trésor des signifiants. C'est là qu'il fait faire ses choix et qui vont le déterminer à cette place-là, hein. C'est pas par hasard que Lacan, justement, finit par introduire un terme. On ne sait pas si ça perdurera
dans l'histoire, ça, c'est ce néologisme du par-l'être. Il ne définit plus le sujet comme un sujet divisé par le signifiant pour un autre signifiant, mais comme un par-l'être. Un par-l'être, c'est l'individu qui a un corps, un nom propre, une histoire, une jouissance spécifique, et c'est lui que Lacan nomme comme étant le par-l'être. Et ça équivoque avec parlotte, justement la parlotte, le blablabla, et c'est de là que viennent toutes les folies de l'être. Hein, cette folie de l'être. On pense qu'il y a de l'être, mais il n'y a de l'être que de parler. Hein, c'est tout. C'est ça le par-l'être. Alors, est-ce que ça tiendra dans l'histoire? J'en sais rien. On n'utilise pas tant que ça, finalement, ce terme. Tout ça pour dire qu'au fond, c'est pas l'Oedipe qui est universel. Parce qu'il y a des sociétés, justement, comme par hasard, la mise en cause de l'Oedipe a été faite par les ethnologues, il y a des sociétés qui ne sont pas gouvernées par le discours du maître, ce qu'on appelait autrefois les sociétés ethnographiques, des petites communautés comme ça, et par conséquent, l'Oedipe, c'était juste un tout petit bout, un trognon de mythes par rapport à la constellation de tous les mythes qui expliquent d'où on vient, pourquoi on est un homme, une femme, les enfants, toute cette série de choses. C'est pas du tout la même chose. Par contre, ce qui est universel, alors que c'est pas prononcé, c'est l'interdit de l'inceste. Sauf entre les générations voisines au niveau de la transmission de la langue, pour Lacan. Et c'est parce qu'il y a ça qui est possible, qu'il y a une inscription du sujet dans le discours des générations et des filiations. Ce qui est universel, l'interdit de l'inceste, bien sûr, c'est ce grâce à quoi nous sommes des parlants. Alors, où s'arrête la notion d'inceste? C'est un problème qu'il faut un jour éclairer d'une façon plus précise. Ce n'est pas dans la copulation que se situe l'inceste pour la psychanalyse. Elle se situe par rapport à la langue, à l'apprentissage de la langue. C'est-à-dire que l'enfant est dans le rapport sexuel avec l'adulte qui lui transmet les mots de la langue, mais il va falloir qu'il fasse justement des choix pour ne pas rester là, pour acquérir sa propre dimension de sujet, lui. Alors, c'est grâce à quoi l'interdit de l'inceste? Ça, c'est universel. Nous sommes tous des êtres parlants. Hein, et l'inconscient ne peut se définir que comme un mystère du corps parlant. Encore quelque chose que Lacan définit comme ça, qui fait appel presque à la foi, quoi. Il faut y croire. Si on n'y croit pas à l'inconscient, on a beaucoup d'ennuis d'ailleurs. Hein, ceux qui ne croient pas à l'inconscient ont beaucoup d'ennuis. Alors, nous ne savons pas si nous sommes parlants parce que nous sommes d'une espèce animale parmi toutes les autres espèces dont un jour, pour des raisons que l'on ignore, la sexualité a été dérangée et qu'est venue se loger là la parole, ou bien le langage, si vous voulez, ou bien si, au contraire, c'est parce que nous parlons que notre sexualité est dérangée. Parce que quand même, chez les animaux, ça ne se constate pas. Hein. On ne voit pas tellement d'animaux névrosés en dehors des animaux domestiques, mais en général, les animaux ne sont pas tellement embarrassés par leur sexualité. Il n'y a que nous qui sommes des obsédés sexuels. Alors, ça, si vous voulez, c'est un mystère d'évolution des espèces. Alors moi je veux bien les généticiens qui raisonnent en termes de millions d'années. Déjà l'homme de Lascaux, il a 20 000 ans, l'homme de Lascaux quand même. Raisonner sur 20 000 ans, quand on sait qu'au bout de même pas 300 ans, il y a des tas de choses qui disparaissent dans les civilisations, qu'est-ce qu'ils peuvent... C'est des fantasmes qui nous développent tous ces gens-là, les paléontologues, tous ces gens-là. On ne sait pas. On ne sait pas. La seule chose qu'on peut répondre, c'est qu'il y a peut-être une affinité spécifique entre notre corps, dont tous les mystères ne sont pas résolus, et le langage. Voilà. C'est tout, on ne sait pas, on ne peut pas savoir autre chose plus que ça. D'autant plus que c'est héréditaire et que ça se transmet de génération en génération. Ce qui ne se passe pas chez les animaux. Les animaux domestiques participent de ce truc-là, c'est pour ça qu'ils sont d'ailleurs dits domestiques, au fond.
ce sont toujours les mêmes depuis les débuts de l'histoire de l'humanité que nous connaissons. C'est pas parce qu'on trouve l'os d'une ancêtre des êtres humains qui a 800 millions d'années qu'on peut avancer avec ça. À un moment donné, c'était le sélacanthe, notre ancêtre. Hein. Vous savez, quand on a découvert ce fameux poisson des profondeurs, on disait que c'était l'ancêtre de l'homme. Maintenant, on s'est dit non, c'est pas ça, c'en a un autre. On est plus proche d'une amibe ou d'un grain de riz au point de vue génétique que du sélacanthe. Je vous le dis tout de suite parce que le génome d'un grain de riz est à peine plus compliqué que celui d'un être humain. C'est quand même embêtant pour le généticien. Hein. Alors, voilà. Il faut renoncer à rechercher l'origine du langage. Il est déjà là, depuis toujours, pour nous, point final. L'homme du Néandertal était peut-être un humain, parce qu'il enterrait ses morts, mais il ne les enterrait pas vraiment, il les mettait sous la terre, il mettait une couche de terre dessus. Hein? On considère qu'on a affaire à des civilisations humaines que lorsqu'on trouve des tombes avec des rituels funéraires, des objets particuliers, là on est sûr. Ça ne va pas très loin dans l'histoire, mais enfin c'est comme ça qu'on se repère. Évidemment, quand les biologistes passent à côté du langage, ils peuvent élucubrer tout ce qu'ils veulent, ça n'avance pas. L'enfant crie. Donc il manifeste par là une intentionnalité plus ou moins obscure, au fond, quand il crie, que la mère sanctionne comme un appel qui va prendre le sens d'un message, la valeur d'un message, au-delà du besoin. Hein. C'est-à-dire qu'au fond, là, comment ça se présente, votre enfant, il est là, au niveau du début de la flèche d'intentionnalité, il crie, il rencontre forcément le langage qui lui préexiste, comme ça, et ce cri va être sanctionné comme un message, c'est-à-dire que ça va venir ici comme un message. Le code ici, et le message qui est ici. Et que ça va déterminer l'avenir de l'enfant, sous la forme de ce que va devenir les idéaux parentaux, quoi, en gros, comme signification. Donc au départ, un sujet du besoin qui crie, son cri est interprété par l'adulte nourricier comme un appel, qui a un sens, donc un message, et qui va réagir en fonction de ça. Mais il ne s'agit pas de rester à un niveau aussi sommaire, parce que l'adulte nourricier n'opère pas seulement selon son caprice, le nourrissage n'étant pas non plus le comblement d'un besoin naturel. Il y a toute une dimension de jeu entre la mère et l'enfant qui prend un caractère érotisé, ça n'échappe à personne, c'est bien connu, et c'est par là que la dimension du désir et de la jouissance s'introduisent. Vous savez bien que même s'il ne parle pas, très tôt, un nourrisson peut moduler ces cris et qui prennent une dimension de parole pour les parents. Alors qu'est-ce qui se passe? S'il demande à manger, voilà, il a une demande à manger, il veut manger. Voilà, ici. L'enfant, on va le mettre ici. Ici, on va mettre la mère. Il y a une demande. Il demande à manger. Voilà, une demande ici. Il demande à manger, par conséquent, il faut qu'il rencontre au niveau de l'autre, puisque la mère étant prise comme autre, il va falloir qu'il rencontre une demande qui correspond de le nourrir. Il faut qu'il suscite une demande. Est-ce que tu veux que je te nourrisse? Par conséquent, la demande de la mère, qui résonne avec sa première demande, va se rencontrer donc en un point ici, que je vais appeler l'objet θ. Il va falloir qu'elle suscite chez l'enfant un désir de se laisser nourrir. Parce qu'il y a des enfants qui crient, vous leur donnez à manger, ils n'en veulent pas. Vous voyez bien que il y a toujours un équivoque là-dedans. Il va falloir qu'il rencontre donc ici plutôt la mère, il va rencontrer une demande chez la mère
qui est une demande, je vais te nourrir, je te demande de te laisser nourrir, il va falloir qu'elle suscite chez lui un désir de se laisser nourrir, et par conséquent, il va falloir que ça résonne chez la mère, un désir de le nourrir. Voilà, donc il faut donc, et ici je mets l'objet petit a, puisque c'est par là que se fait l'échange, on ne sait pas à qui appartient l'objet petit a de la pulsion, par exemple, de la pulsion orale, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle nous le sein. Le sein, c'est pas le nichon, hein. Le sein, c'est l'objet petit a comme on le définit dans notre... il ne faut pas le substantiver, pas plus que la merde c'est le caca et tout le reste, quoi. Pas plus que la parole n'est pas non plus ce qu'on entend, mais au contraire le trou de silence qu'elle produit quand on parle, les silences qu'elle comporte, et puis voilà, en gros c'est comme ça. Donc deux désirs, il faut deux demandes pour susciter un désir, ou bien deux désirs pour susciter une demande. C'est la boucle finalement c'est la boucle de la bande de Mébus, la double boucle, ça que je suis en train de vous développer ça. Hein. Et donc c'est pas aussi simple que ça. Et voilà comment, si vous voulez, par le biais de cet objet de la pulsion, le désir de l'homme est surdéterminé comme étant le désir de l'autre, et que ça se passe au niveau de l'objet, mais l'objet non substantivé, sinon on dirait il appartient à la mère. D'ailleurs probablement le sein il appartient plus à l'enfant qu'à la mère, hein, au sens de la pulsion. Pas où il pompe, c'est sa pompe en gros, si vous voulez. Hein. Faut que la mère accepte de partager un peu son corps. Donc voilà comment, si vous voulez, le désir se détache, se distingue du besoin. Alors il faut faire très attention parce que cet objet-là, c'est ce qui cause le désir, ce n'est pas l'objet désiré. C'est pas l'objet désiré, c'est l'objet qui cause le désir. L'objet désiré, c'est autre chose. C'est une satisfaction qui viendra à l'occasion de la rencontre de l'autre. La pulsion n'est pas chez l'homme l'instinct, et c'est parce que l'objet de la satisfaction du besoin est marqué du signe du don de l'amour, ça c'est très important, qu'il va y avoir une sexualisation de la pulsion orale. Il y a un don de l'amour, là, c'est très important. Hein, un signe de l'amour. Il y a tout un jeu de substitution du besoin de satisfaction à l'exigence d'amour, qui est bien une activité érotisée, d'où il ressort que dans l'érotisation de la zone érogène, ce n'est pas l'objet qui compte, mais l'activité, en tant qu'elle est désirante et qu'elle est conditionnée par le langage. Ça prend une valeur symbolique, signifiante, et non pas simplement de simples besoins. Ça s'ordonne dans le cadre du symbolique. Et ce qui a été l'objet de la relation libidinale, parce que quand même c'est une relation très intime entre la mère et le nourrisson, cet objet se transforme en fonction signifiante. Ça veut dire tout simplement, que le désir je vais compléter mon schéma. Hein. Petit à petit, je monte mon schéma. Voilà le discours d'intentionnalité, le sujet ici. C'est-à-dire que le désir va se situer dans la demande, dans l'intervalle. Alors là, il faut être attentif entre la demande de satisfaction du besoin, parce qu'elle n'est pas à négliger non plus, ici, c'est-à-dire la réponse de l'autre, ici c'est le message, la réponse de l'autre selon un vecteur qui va comme ça, il y a quand même une demande de satisfaction du besoin dans l'objet qui est présentifié, qui permet l'accession à la satisfaction du besoin. Donc au-delà, le désir il se situe dans l'intervalle qui se situe au-delà de la demande de satisfaction du besoin et en deçà de la demande d'amour qui est ici.
Cette demande d'amour, c'est tout simplement une demande c'est une demande qui est une demande de présence ou d'absence de l'être de l'autre. Hein. C'est ça la demande d'amour, c'est donc une présence qui peut être que le signifiant de son absence ou de sa présence. Donc ouais, l'intervalle qui s'ouvre ici, donc, entre la demande de satisfaction du besoin et la demande de la présence ou de l'absence de l'autre en termes de signifiant. C'est comme ça que ça se fonctionne, voilà. Parce que, qu'est-ce que fait la mère en gros? La mère, quand l'enfant crie, il a crié ici, elle entend ça, elle va lui poser la question « Que veux-tu » C'est ça qu'elle se pose comme question. « Que veux-tu » Ici, c'est pour ça que ça a une forme de point d'interrogation dans le graphe de Lacan. « Que veux-tu » D'une part, tu veux, c'est là que s'introduit la dimension du désir, par l'intermédiaire de la question, du désir qui est au-delà, vous voyez, au-delà de la demande de satisfaction du besoin, qui est quand même nécessaire, et en deçà de la demande de satisfaction de l'amour sous la forme du signifiant de la présence ou de l'absence de l'autre. C'est ces deux choses-là. Le désir est ici, voilà ici. Hein. Voilà, ce que dit l'enfant ne peut que répondre, au fond l'enfant ne peut que répondre au « que veux-tu » je ne veux rien d'autre que le signifiant de la présence ou de l'absence de l'autre comme garant de mon existence de sujet, soit du signifiant qui me représente pour un autre qui ne me représente pas. Voilà, c'est ça que ça signifie là, dans ce schéma-là. Est-ce que vous le suivez, ça vous va, hein? Bon. Alors, Lacan donne une définition, bien sûr je reviens là-dessus, donne une définition de la pulsion qui est tout à fait surprenante et qui est très intéressante dans son subversion du sujet. Il dit que la pulsion, parce que maintenant il faut comprendre cet accrochage du corps par le signifiant qui détermine l'émergence de la pulsion est ce qui devient quand le sujet s'y évanouit. C'est-à-dire que si vous faites l'épreuve d'une demande, vous savez que quand vous demandez à quelqu'un quelque chose, vous êtes toujours quelque part sous sa dépendance, parce que vous êtes dans l'attente d'une réponse, et que d'une certaine façon, vous vous évanouissez dans votre demande. Il ne faut surtout pas que vous vous montriez trop... Il faut savoir demander de telle sorte que l'autre va pouvoir y répondre, parce que vous êtes toujours soumis à éventuellement le caprice qui ne veuille pas vous répondre, et vous êtes... Donc il y a un fading du sujet, vous êtes obligé de vous soumettre au signifiant que vous supposez chez l'autre pour qu'il vous réponde. C'est pour ça qu'on parle de la pulsion et ce qui advient quand le sujet s'y évanouit. Et comme le sujet s'y évanouit, eh bien, évidemment, la demande aussi disparaît. Et qu'est-ce qui reste comme trace de ça? C'est la coupure. Il reste une coupure. Donc, une coupure signifiante qui trouve pour Lacan la faveur, justement, de quelque chose qui concerne l'anatomie. Parce que, comme par hasard, les principales pulsions se trouvent au niveau des orifices du corps qui présentent une coupure. L'enclos des lèvres ou des dents pour la pulsion orale, le pavillon de l'oreille pour la pulsion invocante, les fentes palpébrales pour le regard et la marge de l'anus pour la pulsion anale. Les 4 grandes pulsions. Vous voyez, c'est qu'il y a là un accrochage spécifique de la pulsion en ces points-là, parce que c'est des points de coupure organique sur lesquels se surimposent les coupures proprement signifiantes langagières. C'est intéressant de le noter comme ça, mais c'est comme ça, hein, c'est un constat de tous les jours, ça. D'autant plus que la pulsion, elle n'est pas observable, la pulsion. On n'a jamais filmé, même avec des IRM, on n'a jamais filmé la pulsion. Ce n'est pas un phénomène, c'est quelque chose qui se repère dans le fonctionnement de la parole ou du langage sous la forme grammaticale. Que Freud dit que, par exemple, le fantasme qui est une phrase, le mouvement de la pulsion, elle opère silencieusement, puisque c'est une des caractéristiques de la pulsion, elle opère silencieusement dans le fantasme en tant qu'elle est déterminée. Ces mouvements sont repérables à partir de la grammaire. Voir, être vu,
hein, et toute cette série de termes freudiens que Lacan va ramener à un se faire voir, se faire entendre, se faire chier et se faire, je sais plus quoi, manger, je crois, oui c'est ça, se faire boulotter, voilà, hein. C'est comme ça qu'on la repère, c'est quelque chose de, ça a à la fois une racine organique et en même temps il y a une contingence corporelle de la pulsion, mais en même temps c'est plus du corps, voilà, hein, c'est autre chose, corps jouissance. Donc je vais maintenant compléter mon petit schéma qui est le suivant. Alors vous voyez ce schéma là, maintenant je vais le simplifier. Vous voyez, donc que veux-tu? Satisfaction au-delà, le désir au-delà de la satisfaction du besoin, au-delà de la présence du signifiant de l'autre, hein. Présence ou absence de l'autre. Je vais le compléter maintenant. Je vais remettre. Alors moi je suis obligé, je vais commencer comme ça pour que ce soit clair pour vous. Bon voilà, la courbe d'intentionnalité du sujet. Que veux-tu? Donc le désir est ici, en gros, si vous voulez. Le désir, il se situe dans la simple demande de l'autre. Que veux-tu? Donc ça fait appel au désir du sujet ou au désir de l'autre. Et la pulsion, c'est le lieu où le sujet s'abolit et du coup, la demande s'évanouit. C'est pour ça que Lacan écrit le mathème de la pulsion comme ça. Vous voyez, le sujet s'évanouit, c'est ça le sujet, il est en fading, et la demande qui s'évanouit, il ne reste plus que la coupure, hein, qui est la structure ici. Donc ça, Lacan va situer ici la castration. Il va situer ça, la castration symbolique se situe au niveau de la pulsion. Ce qui fait que quand on parle de la jouissance pulsionnelle, c'est une jouissance qui est civilisée, c'est pas du tout la toute jouissance. Il y a des gens qui vous parlent de la pulsion, si on laisse faire les pulsions, ça va être c'est pas du tout ça, au contraire. La pulsion, c'est ce qui permet de cadrer la jouissance et de la civiliser, justement. Heureusement qu'il y a la castration, parce que si on jouissait trop, ça arrive de temps en temps. Quand vous êtes brûlé vif, vous jouissez beaucoup, mais le corps, il ne tient pas le coup. C'est ça que ça veut dire, hein. Trop de jouissance, on crève. Et autrefois, on avait affaire à des grands maniaques dont on ne pouvait plus arrêter les crises maniaques, et ils mouraient d'épuisement. Le corps tenait pas. On ne pouvait pas les arrêter, c'était impossible. Maintenant, on a des produits qui permettent de mettre le type dans un coma artificiel où on l'endort avec pour le calmer, mais il y a eu connaissez des grands accès de maniaques comme ça. Moi j'en ai vu un une fois, il a fallu au bout de 2 heures, on a dit bon ben maintenant il va crever le type, donc on l'a piqué, on l'a endormi, on a fait venir un anesthésiste pour l'endormir, comme ça il a dormi pendant 2-3 jours et quand il s'est réveillé il était un peu abruti, mais le truc c'était un peu tamponné. Sinon on meurt, le corps il meurt s'il jouit trop, hein, s'il y a trop de jouissance. Donc la castration est ici, et bien entendu, ça veut dire quoi? Donc ce que je te demande en gros, c'est le signifiant de ta présence ou de ton absence, que Lacan va écrire ici comme ça, ici, S de grand tabaret, hein. C'est-à-dire que ce signifiant, qui est un signifiant d'exception, qui va gouverner toutes les chaînes signifiantes, ce signifiant signifie aussi que l'autre, il n'existe pas, en gros. C'est ça que ça veut dire, hein. Le habaret, ça veut dire ça. Le lieu de l'autre qu'on trouve ici, à l'échelle supérieure, c'est un lieu vide. L'autre n'existe pas, comme le dit Lacan, hein. On ne rencontre que des signifiants. Donc à chaque fois que vous convoquez l'autre, vous vous retrouvez avec des signifiants. Alors je complète le schéma. Le désir étant là, je l'ai rapporté ici, d'une part, le fantasme, il écrit les deux flèches de tout à l'heure, satisfaction du besoin au niveau de l'objet et satisfaction de l'être au niveau du signifiant. C'est ça que ça décrit. Et je le complète, donc et ce fantasme qui est là, communique avec le lieu où on a ici
le message que je vous avais indiqué tout à l'heure, vous voyez, et ça détermine la signification des symptômes. C'est pour ça que Lacan, au début de son enseignement, plaçait le symptôme ici. Il appelait ça le symptôme. Donc, les symptômes, on va mettre ça au pluriel, se déterminent, d'après la première mouture de ce schéma, comme étant causés par le fantasme. Après tout, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que, comme on ne peut pas avoir accès à l'originaire, justement, puisque c'est éventuellement le refoulement originaire, ce qu'on appelle la scène originaire, la scène primitive, tout ce qu'on voudra, le sujet ne l'aborde que par le biais du fantasme. C'est pour ça que Freud a renoncé à sa théorie de la neurotica et du trauma au départ, et qu'il lui a substitué le fantasme. C'est parce qu'il fantasme une origine, et ça va déterminer la forme de ses symptômes, qui sont des retours du refoulé. C'est ça que ça veut dire, hein, sur le graphe du désir. Vous le suivez à peu près, ça? À peu près. À peu près, mais vous comprenez un peu le développement des choses. Vous allez voir, je vais mettre en place petit à petit les derniers termes. Ici, vous avez donc... Au niveau de S de grand cabaret, au niveau supérieur, vous avez le message au niveau de l'être, qui est ici, on va le mettre ici, l'être, hein, le fameux être suprême, l'être originaire, tout ce que vous voudrez, vous pouvez mettre ça. Dieu, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Ça va correspondre au niveau de l'être, c'est le message au niveau de l'être, et là, c'est le message, ici, au niveau du symptôme. Le symptôme, c'est un message de l'autre, signification de l'autre. Ce fantasme va donc avoir une incidence, comme il va causer les symptômes. En fonction du fantasme originaire, comme on l'appelait autrefois, le fantasme fondamental, on n'est pas sûr que ça existe en fin de compte. Ce fantasme-là va déterminer les formes de symptômes, va donc déterminer les positions subjectives du sujet par rapport à la structure incorporée qui est ici. Névrose, psychose, perversion. Les trois grandes catégories de positions subjectives. Donc la structure est toujours la même pour tout le monde, une structure langagière incorporée, mais sa position subjective va être déterminée par sa position dans le fantasme. Ce montage qui est ici, comme Lacan l'appelle, une fenêtre sur le réel. Le réel étant en haut, quoi. Qu'est-ce que c'est? On ne sait pas ce que c'est que le réel. C'est l'impossible, on ne peut jamais l'approcher. Donc vous voyez, je complète. Donc par conséquent, ici, il va y avoir, de la même façon, ici c'était l'énoncé, je vais l'écrire ici, l'énoncé de la demande, si vous voulez, et ici c'est l'énoncé au niveau, c'est l'énonciation. Alors je vais vous le... Est-ce que vous pigez que ça c'est correspondant à ça? Est-ce que vous pigez que ça correspond à ça? À 2 étages. Pourquoi il y a 2 étages? Je vais vous le dire. Donc vous voyez que ça, je l'ai développé tout à l'heure, j'en ai donné une raison. Donc Lacan simplifie son schéma. Hein? Vous voyez bien déjà, en tout cas, que le symptôme pour Lacan, il est structuré par le signifiant. Là, nous sommes sur 3 registres du discours. Là, c'est le discours intentionnel, l'énoncé d'une demande, vous faites une demande à l'autre, de cette position-là, vous faites des demandes à l'autre, et ici, vous avez cette position d'énonciation. Alors, voilà, je vais le compléter. Ces 4 termes-là, les 4 termes qui sont ici, S de grand cabaret, ici, S de la pulsion, petit s de la signification, et ici, grand autre. Et bien ça permet de définir la structure langagière en termes signifiants, c'est-à-dire qu'il faut 4 termes pour pouvoir définir la structure. C'est ça, une structure quadripartite, comme dit Lacan, est toujours nécessaire depuis l'invention de l'inconscient. Ce sont ces 4 termes qui viennent remplacer ce que nous avions vu avec le stade du miroir. Rappelez-vous, hein, c'était ici I' de A, donc l'image virtuelle. Non, I de A, I' de A, l'image virtuelle. Ici, c'était I de A, le moi du sujet, et ici, c'était le grand O. Vous vous souvenez de cette schématisation-là, hein, que j'avais fait la dernière fois. Alors,
ce schéma-là, le fameux graphe du désir, je peux vous dire que si vous le mettez net comme ça, sans mettre aucune formation, c'est presque, comment j'appellerais ça, comment dire ça? Bon, ça va me revenir. Le cartouche lacanien, en gros. Le fameux cartouche dont certains nous parlent. C'est un cartouche, tout simplement. Quand on le regarde comme ça, c'est un cartouche théorique. Hein, c'est tout. Ce graphe est donc un schéma topologique. Je pense que je vous ai rendu compte de façon raisonnée de ce que ces termes ne sont pas là par hasard. C'est vraiment un truc qui fonctionne comme ça, qui montre finalement le but de montrer, c'est donc le graphe du désir, mais c'est aussi le graphe du discours, dont le but est de montrer les rapports du sujet au signifiant, qui le surdéterminent. Et alors, ces deux schémas, ils sont conformes au schéma saussurien, du signifiant et du signifié, si vous voulez, et qui fonctionnent en même temps dans tout acte de la parole. C'est-à-dire que leurs procès sont simultanés. Bien sûr, pour exposer mon truc, je suis obligé de faire un truc chronologique, mais ça fonctionne d'emblée comme ça. Et l'intervalle entre les deux lignes, l'énoncé et l'énonciation, c'est déterminé par la grammaire. C'est la grammaire qui m'oblige à faire la distinction entre le sujet de l'énoncé, c'est-à-dire le sujet du verbe, et le sujet de l'énonciation. Par exemple, si je dis que je mens, est-ce que je dis toujours la vérité? Alors vous savez que c'est un syllogisme, les gens se sont cassés la tête là-dessus, mais c'est simple comme bonjour. Au niveau de l'énoncé, je peux mentir à plein tuyau, mais au niveau de l'énonciation, je dis la vérité. Si je dis maintenant il pleut dehors, non, il ne pleut pas en ce moment. On va dire que je mens, mais non, mais ce qui est vrai, c'est que je l'ai dit qu'il pleuvait, c'est ça que ça veut dire. En tant qu'énonciateur, j'ai peut-être le désir qu'il se mette à pleuvoir, ou vous faire pleuvoir, vous déprimer parce que je vous dis qu'il pleut, hein, en gros, c'est un peu ça, la distinction entre les deux. C'est ce qui apparaît sur le schéma, comme ça. Donc, une distinction entre, c'est une nécessité de la structure, de distinguer dans tout acte de la parole, un sujet de l'énoncé, le sujet du verbe, hein. Tous les craquois sont des menteurs, donc bon. Est-ce que si je dis que je mens, est-ce que c'est ça? Je ne me souviens plus, bon, c'est pas grave. Bon, voilà. Et le désir, bien sûr, il apparaît entre les deux étages de l'énoncé et de l'énonciation, que je vais vous illustrer par juste un petit truc d'un rêve, justement. Ça nous est donné par l'algorithme lacanien, qui est effectivement ça, qui est effectivement une forme, le petit losange, là, ici sujet petit a, petit a' et a, c'est la structure même, c'est le trou de la structure. C'est ça que ça veut dire, hein, le graphe. C'est ça que ça veut dire. Pour ça que Lacan parle du fantasme comme étant une fenêtre sur le réel. Bon, alors... Je vais en terminer là-dessus, je pense. Ça, c'est une fonctionnement de la pulsion que je ferai peut-être l'année prochaine à partir du fantasme on bat un enfant, puisque le sens du désir dépend du scénario du fantasme et par conséquent, éventuellement, de son articulation grammaticale. Prenez le rêve fameux que Freud raconte de celui qui, son père est mort et le sujet raconte l'histoire, il est venu au chevet de son père et il se sent pris d'une culpabilité énorme et il dit il était mort, il raconte ça, il était mort, voilà, hein? Il était mort et il ne le savait pas. Voilà, c'est ça le fameux rêve. Lui, le sujet qui raconte ça, bah, il en souffre parce qu'il voit son père mort et il dit c'est pas qu'il est mort. Mais en fait, la vraie histoire, c'est que pourquoi le type souffre? Il souffre tout simplement, le sujet qui raconte ce rêve et cette scène, en gros, c'est un sujet qui, au fond, comme son père était mourant, agonisant, pour que les souffrances s'arrêtent, il voulait que son père meure. Et évidemment, le jour où le père meurt, il se sent coupable, il pense avoir désiré la mort du père, mais c'est pas du tout ça. Donc, pour pouvoir déchiffrer le « il ne le savait pas », c'est pas le mort qui ne le savait pas qu'il était mort, c'est le sujet qui ne savait pas que son père était mort. Alors, on fait le truc comme ça, selon son vœu.
parce qu'ils se sentent coupables, parce qu'ils pensent que le père est mort, parce qu'il le voulait. Vous connaissez ça avec beaucoup de gens qui pensent aux greffes prémonitoires ou éventuellement à la magie, aux paroles magiques. Hein, c'est ça. Alors, pour compléter le schéma, j'avais mis ici le sujet du besoin, et que vous retrouverez dans le graphe du désir, dans la subversion du sujet. Qu'est-ce qu'il va mettre? Il va mettre à l'origine que de toute façon, à l'origine, il y a un sujet divisé, d'emblée. Il est toujours là, le sujet divisé, d'emblée. Et ici, à la fin de la flèche, là où il mettait le sujet divisé à l'arrivée de la flèche, il va mettre l'idéal du moi, l'idéal de l'autre. Hein. C'est-à-dire que le sujet, à l'origine, il est déjà un sujet parlant, même s'il bafouille, même s'il est nourrisson, et il va adopter les signifiants qui lui viennent de l'autre, hein, les idéaux de l'autre. Ça, c'est l'idéal du moi. Et alors, pareil, il y a une inversion. Sur le schéma de formation de l'inconscient, il avait mis là, ici, le moi. Non, il avait mis ici, oui, le moi. Et ici, le i de moi, le i de l'idéal, l'autre par rapport à ça. Et Lacan, du fait qu'il ait introduit le sujet à cette place-là, va mettre ici finalement qu'au fond, le sujet s'adresse à l'autre, en fait, s'adresse au petit autre, derrière lequel se trouve le grand autre, qui est support de... Et ici, il va mettre son moi à la place. C'est ça le changement qu'il va faire. Lacan va faire ce truc-là. Et il ne le dit pas explicitement, mais c'est parce qu'il a mis le sujet ici. Il n'y a pas de sujet du besoin à l'origine pour nous. C'est d'emblée, on est des sujets. Bon, ben voilà. J'ai beaucoup parlé. Hein. Très gros travail, surtout. Mais j'ai parlé beaucoup. Est-ce que maintenant, vous pouvez me poser des questions? Oui. Que vous n'avez pas bien pigé, parce que je ne sais pas si... Moi j'essaye de jongler un peu avec ça, mais enfin c'est pas toujours facile pour moi non plus. Hein. Est-ce que ça vous éclaire un petit peu, hein? Ça éclaire quand même. Tout ça c'est des montages raisonnés, c'est pas de la pure théorie, c'est de la praxis, c'est-à-dire que ça se repère dans la pratique, ça. C'est pour ça qu'il peut élaborer ça. Et on ne peut pas discuter entre nous, comme je l'entends dire ailleurs, que de cas cliniques. On est obligé d'avoir quelques repères communs pour pouvoir dialoguer. On peut remettre en question ce graphe du désir. D'ailleurs, Lacan va le remettre complètement en question quand il va arriver avec son nœud borromien. Il va donner une nouvelle structure qui va l'obliger à reprendre tout ça. Déjà, il a fait un saut qualitatif considérable, parce que ici, dans le schéma L, ça c'est des coordonnées imaginaires, mais quand il les met sur le graphe du désir, ce sont des coordonnées symboliques. Il n'y a plus de référence à l'imaginaire. Alors vous voyez, courbe d'intentionnalité du sujet, énoncé, et ici, énonciation inconsciente, parce que l'inconscient il est là. Hein? Bon, vous les avez tous les schémas, je vous les ai envoyés, donc... Vous n'avez plus qu'à les regarder pour les suivre. Voilà. Peut-être je voudrais essayer de savoir si j'ai pigé quelque chose. La complexité, parce que c'est vraiment essentiel, mais bon, c'est beaucoup de choses aujourd'hui en même temps. Hein, voilà. Est-ce qu'on pourrait dire que, à la fin de l'analyse, pourquoi c'est si long, une analyse? Il me semble que ça a à voir avec un deuil, de fixer, et là c'est une des choses que vous nous avez tout à fait démontré, de fixer un objet comme cause du désir, de maintenir ça. Oui, je ne me trompe pas, parce que tout à l'heure, dans la façon effectivement de désigner le petit a et le signifiant, hein, par rapport à la demande, j'ai pensé, moi, à la longueur, le temps qu'il faut pour lâcher à la fin. Hein. On y revient, on repart, c'est fini, non, c'est pas fini, on parle encore et on retourne à de l'imaginaire. Donc il y a bien cette question-là de ce qui a été fixé au départ.
au niveau de l'objet. Et il y a là probablement aussi une dimension dont vous dites que vous allez nous parler avec les Borroméens. Il y a une dimension où si on interprète au patient quelque chose à partir du signifiant comme voulant dire ce qu'il a dit, hein, comme ça deviendrait quelque chose qui veut dire quelque chose ce qu'il a dit, on loupe ça de faire lâcher ce qui le fixe, qui lui permet d'avoir une représentation de l'objet, toujours tenue. Alors, je ne sais pas moi-même si on peut m'entendre dans ce que je suis en train de dire, mais ma question vient vraiment de ce moment où vous avez bien expliqué que dans la demande première, il y a le petit A, enfin il y a le besoin, mais il y a déjà le jeu du signifiant et qu'il y a quelque chose là, dans cet entre-deux qui, je pense, est le travail de l'analyse. C'est d'accord? Oui. Donc je crois que j'ai pigé quelque chose au niveau de... C'est quand même très complexe. Hein, Pour répondre alors peut-être d'une façon plus lapidaire plutôt, parce que je ne peux pas aller... Oui. L'analyste, au fond, il vient à la place de ce que Lacan utilise comme terme, le parent traumatique. C'est-à-dire que dans la cure, il reproduit la névrose de départ, puisque la névrose est nécessaire. La névrose infantile, c'est une programmation de ce que ça va devenir plus tard, en gros, de la structure. Donc, il vient à cette place-là, et par ses interventions, justement, ce qu'il fait, c'est qu'il lève l'option de jouissance, qui fixe le sujet à la même jouissance, pour lui permettre de se déplacer. Parce que c'est pas tellement le signifiant qui est embarrassant, c'est que la jouissance est fixée. Ce qui est cause de la répétition, c'est la jouissance, c'est pas le signifiant. Le signifiant, il se répète, mais il est toujours différent de lui-même. Donc la répétition est toujours quelque chose de nouveau. Quand les analysants vous disent « je dis toujours la même chose », ben, il faut les encourager. Vous dites toujours la même chose parce que vous parlez de la chose, on ne peut pas leur expliquer ça comme ça, mais à chaque fois vous en parlez de façon différente. Donc par différentes façons, vous en parlez, et c'est bien de ça dont il s'agit, et c'est à cette occasion-là qu'on peut, par l'interprétation, par l'équivoque signifiante, faire le sortir de la glu que représenterait la jouissance, qui causerait la répétition. Donc c'est une façon, c'est pour ça qu'on parle de névrose de transfert. On parlait que la cure serait une névrose de transfert, mais Lacan il est revenu sur cette position parce qu'il disait que la névrose de transfert, elle se fixe quand l'analyste n'est pas au clair avec son désir. Donc, oui, tout à fait. Donc si lui, il n'est pas au clair, il maintient le sujet dans une aliénation transférentielle, qui est la névrose de transfert, qui serait un duplicata de sa névrose originaire. Hein. Oui. Voilà. Oui. Bon, alors c'est ça que ça veut dire, en gros. Hein. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas délivrer des interprétations de signification. Il faut vraiment que l'interprétation... Oui, on fixe à une nouvelle signification, donc à une nouvelle modalité de jouissance, qui est la même, puisque c'est elle qui produit la répétition. Il faut faire des coupures pour que ça dégage le sujet de cette affaire-là. Hein? Mais il faut que le point de repère de l'analyse, si c'est un point de repère, ça soit le réel. Enfin, je veux dire, ça soit quelque chose, justement, qui n'est pas de l'ordre de ce qui est là-haut, S de grand A, de l'être. Parce que il faudrait que ce soit le dire qui soit là, mais pas de l'être représentant. Ah oui. Hein, je crois que c'est ça. Mais l'analyste n'est pas l'être de l'analysant, il est le tenant-lieu de la cause de son désir. C'est pas du tout la même chose. Il y a des analystes qui se mettent en position d'être. Je suis votre maître, donc je vais vous donner des conseils, vous allez faire comme ça. Ça, c'est une position d'être. L'analyste, il est le tenant-lieu de la cause du désir. Bon, le schéma, vous pouvez l'oublier, hein, parce que dans la pratique, si vous vous guidez pas, si l'analyste ne se guide pas à travers les dires de son analysant, il est foutu. Parce que c'est l'analysant qui va lui permettre de diriger la cure.
Hein, parce qu'il y a au départ cette fallace du sujet supposé savoir, hein, en gros. Mais c'est un tenant-lieu, l'analyste, il croit pas que c'est son savoir. Il le restitue à l'analysant. En fait, ce savoir que nous sommes en train de découvrir, c'est le vôtre. Donc je vais pas le confondre avec le mien non plus, l'analyste. Donc c'est tout ça, toute la question est de savoir, est-ce que l'analyste est au point quant au désir de l'analyste? Le sien, celui qui lui permet... Oui. Bon, alors là, c'est une très grande question, ça. Hein. Oui. Bon, alors, c'était trop touffu. Ah bon, hein? Parce que l'année prochaine, quand on va reprendre tout ça, parce que ça va continuer, sous des formes qu'on vous annoncera dans la suite, on aura un bagage, un background, avec les gens qui viennent régulièrement, pour pouvoir les renvoyer éventuellement, si c'est nécessaire, à des échelons. C'est pour ça que c'est un peu difficile d'introduire ça tout de suite comme ça, mais c'est incontournable. Il ne faut pas avoir peur de ce genre de schéma, on peut le reconstruire chacun. C'est pas difficile, c'est pour ça que je suis parti de la métaphore du chasseur. C'est pas difficile de dire qu'un chasseur, il part à la chasse et en fait, il découvre que parce qu'il s'identifie à la bête, il est déjà un sujet divisé, lui. Hein, et que comme c'est sa vie, c'est une question de vie ou de mort, il est sujet divisé parce que lui il est entre la vie et la mort. C'est pas comme le paysan de Bourgogne qui a un fusil à 5 coups et qui a des chiens partout et qui tire sur des lapins. Là il a un gibier, il faut qu'il mange et il peut être tué. C'est tout. Peut-être le texte le plus expressif sur ce sujet-là, c'est une petite nouvelle de D.H. Lawrence qui s'appelle Le Renard. Et donc, où il met en scène exactement ce que tu es en train de dire. Très expressif. David Herbert Lawrence. Très bien. Bon. Alors, au fond, comment est-ce qu'on peut demander sans demander? C'était très intéressant, la façon dont vous nous avez parlé tout à l'heure de oui, parce que quand on demande, on n'est plus là. On dépend éventuellement du caprice d'ailleurs. Hein. On dépend. On n'est plus sujet, on n'est plus rien. On est voilà. C'est bien que les gens ont du mal à demander. C'est une des grandes manifestations de la névrose. Ils n'osent pas demander. À la fin d'une cure, il faut absolument demander tout le temps. Ça n'a aucune importance que l'autre ne puisse pas vous répondre. Vous n'êtes pas vexé parce qu'il vous dit non. C'est ça la différence, c'est que vous continuez à demander encore plus. Hein, il faut surtout demander tout le temps. Parce que si vous ne gueulez pas votre désir à la face du monde, personne ne l'entendra. Ça, je peux vous le dire, c'est clair et net. Il reste 5 minutes ? Bah, on peut s'arrêter à 5 minutes avant la fin. Hein.